Je ne suis pas sûr qu'il faille parler de sacrifice, c'est plutôt un ajustement de façon conjoncturelle. Mais pour comprendre la question de l'inflation, il faut comprendre les causes en fait, de l'inflation qui reposent sur deux phénomènes. Le premier point, c'est qu'en fait, on a un retour de l'inflation dû égard à la reprise des économies au redémarrage après la crise sanitaire. Et donc, du coup, il ne faut pas se tromper. C'est-à-dire que ce n'est pas une crise de demande qui provoque l'inflation, c'est une crise d'offre. C'est-à-dire qu'on ne produit pas assez. Et donc, comme il n'y a pas assez de produits en circulation, les produits augmentent mécaniquement. Et donc, du coup, pour répondre à la crise d'offre et pour répondre à la crise d'inflation, il faut faire en sorte que l'économie mondiale et la production mondiale redémarrent. Et quand vous aurez plus de produits en circulation, mécaniquement, l'offre sera supérieure à la demande et les produits vont baisser. Mais pour cela, il faut adopter une politique qui est claire. Est-ce que la Chine va pouvoir permettre de redémarrer l'économie mondiale dans la mesure où ils font face à la crise sanitaire et qu'ils ne vont pas vraisemblablement redémarrer au plus tôt? Les États-Unis font face à leurs propres problématiques. Donc je pense que la stratégie doit venir de l'Union européenne pour encourager les entreprises à produire davantage. Ça repose sur deux leviers. Le fait de relocaliser une partie de nos activités et deuxième point, faire un choc d'offres pour encourager les entreprises à produire. Si vous encouragez les entreprises à produire, d'une part, vous allez augmenter notre PIB et donc du coup notre richesse nationale. On ne se posera pas la question de la taxation, mais comment on fait pour produire plus et comme on produit plus, les Français gagnent plus et donc du coup on battra l'inflation comme ça. Il y a deux sujets, je vais essayer d'être très très rapide. Je pense que le premier point sur la question des trafics de drogue, il faut mettre en place, comme ce qu'ont fait les États-Unis d'Amérique ou la Colombie contre Pablo Escobar ou les États-Unis contre les mafieux, il faut mettre en place tout un système, c'est-à-dire qu'on mettait toute une cellule pour lutter contre ces trafics-là. Et l'objectif, c'est de donner carte blanche et illimitée pour lutter contre tous ces trafics. Parce que pourquoi est-ce que je parle de carte blanche? Parce qu'eux, ils sont bien entourés. Ils vont connaître toutes les vices de procédure pour, en gros, passer entre les mailles du filet, pour attaquer les procédures sur les policiers, etc. Donc, il faut mettre en place des cellules spécialisées. Ensuite, deuxième point, c'est qu'il faut reprendre la conquête du territoire. Moi, je repose ça sur trois principes. Reconquérir le territoire, détruire le territoire en question, puis ensuite, après, le reconstruire avec une politique éducative, économique, sociale et même sociétale. La question de la drogue, en fait, comme l'a rappelé François Bersani, c'est qu'il est multifactoriel. C'est-à-dire que déjà, comme il l'a rappelé, en fait, il faut stopper les flux entrants. C'est-à-dire que la France ne produit pas de drogue. Et donc, du coup, il faut sanctionner les pays qui, par cas, exporteraient de la drogue pour qu'ils agissent plus fermement. Je pense notamment que Mme Colonna peut appeler ces pays en leur disant si par cas vous continuez à alimenter ou soutenir implicitement le trafic pour des questions économiques, eh ben vous aurez des sanctions économiques vis-à-vis de la France, notamment sur les questions économiques et sur les questions commerciales. Et du coup, le pays en question va faire le coût et balance. Est-ce que c'est plus rentable de continuer à exporter de la drogue vers la France si par cas on subit une sanction économique de la part de l'Union européenne? Je ne suis pas convaincu sur ce point-là que c'est forcément rentable. Ensuite, après, il faut régler le problème sur l'intérieur. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte de pouvoir criminaliser et de mettre ça comme une priorité. Pourquoi est-ce que je parle de priorité? Nous, on travaille beaucoup sur la question du conflit entre la Chine et les États-Unis. Pourquoi est-ce que la Chine prend autant de mesures? C'est parce qu'en fait, ils sont marqués par la question de la guerre de l'opium qui avait conduit la Chine au siècle de l'humiliation. Et donc, du coup, il faut ériger la drogue comme un problème fondamental et même civilisationnel parce que la drogue va conduire à l'affaiblissement et au déclin et au déclassement de notre société. Et une fois qu'on a affirmé ces principes, il faut mettre tous les acteurs autour de la table. C'est-à-dire qu'on casse ces points de deal. On sanctionne pénalement très fort en mettant des priorités, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, comme ce qu'a fait en Colombie une priorité nationale contre Pablo Escobar ou les États-Unis contre les mafieux. Et quand vous mettez une sanction, par exemple, on peut dire que ça peut être une commission d'enquête au Sénat qui régulerait et qui coordonnerait l'action gouvernementale et l'action des différents ministères. Ensuite, après, il faut casser les cités, il faut reprendre les territoires perdus de la République. Donc, d'une part, il faut reconquérir, donc maintenir une présence policière, mais ça ne suffira pas. Il faut que le ministre de la Justice aille dans le même sens que le ministre de l'Intérieur, donc sur la question d'effectivité des peines pour assurer des sanctions qui soient très fortes. Et ensuite, il faudra reconstruire ces quartiers parce que l'objectif, c'est pas uniquement de protéger ces quartiers pour protéger tous les Français, c'est que les premiers victimes de ces trafiquants de drogue soient les habitants eux-mêmes de ces quartiers. Et donc, contrairement à ce que les gens pensent, on pense à chaque fois, on dit toujours la même chose. Oui, mais si par cas on agit trop fortement, on aura les émeutes de 2005. Mais qui veulent le changement? Et notamment, je pense que les habitants de ces quartiers ne redoutent pas le changement, mais ils l'attendent très fortement. Et à chaque fois, ce sont les premiers à demander des mesures très fortes. Parce que sinon, ils n'auront pas de perspective, ils n'auront pas de possibilité dans la République. Et je pense qu'ils pensent avant tout à leurs enfants. Patrice Arditi. Je pense qu'il faut dessiner des priorités et savoir ce qu'on souhaite faire. Je pense que ce qui marche, notamment dans les autres pays, c'est de savoir ce qu'on veut faire et fixer des priorités. Je pense qu'il y a deux soucis, c'est que mais si on fixe des priorités sur tout, il y a plus de priorités. Justement, moi je vais y arriver sur la question des priorités. Je pense qu'il y a deux soucis majeurs, c'est la question de l'apparition du quinquennat et donc du coup du temps court en politique qui nous oblige à avoir des résultats et réagir à l'émotion. C'est-à-dire que Darmanin, dès qu'il y a un fait divers,
comme il ne veut pas apparaître comme un ministre inactif, il est obligé de dire que c'est une priorité nationale. Je crois qu'on avait déjà eu cette discussion avec François Bersani, mais il y a une priorité qui a changé tous les 3 mois. Un jour, c'était les violences faites aux femmes, un jour, c'était les violences intraconjugales, etc. Et il change tous les 3 mois, donc c'est impossible en fait de fixer un cap aux policiers. Et après, deuxième point, c'est qu'il n'y a pas d'évaluation des politiques publiques. C'est-à-dire qu'on ne décide pas de mettre en place des comités d'évaluation en disant telle politique a bien marché ou pas. Et donc, du coup, il n'y a pas des questions de responsabilité. On a passé à une culture d'irresponsabilité auquel on balance une déclaration, on ne sait pas s'il y aura des mesures ou ce sera suivi des faits, il n'y aura pas de suivi d'ici 6 mois, 1 an. Moi, je pense que le sujet essentiel, c'est de définir quels sont les 3 grands caps. Et en particulier sur la question du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Justice. Je pense que le sujet essentiel, c'est la question de la protection de la civilisation française qui est menacée. Et je pense que quand on prend ces sujets-là, il y a 3 sujets qui émergent. La question des trafics de drogue, la question des territoires perdus de la République et la question du totalitarisme islamique. Pourquoi est-ce que je prends ces 3 sujets-là ? Parce que les 3 sujets sont connexes et apparaissent dans les mêmes territoires et auprès des mêmes populations ciblées. Et une fois qu'on agit dessus et qu'on met le paquet dessus, en fait, si on agit sur les 3 leviers, vu qu'ils sont complémentaires, et les 3 objectifs-là, on arrivera à éradiquer une partie du problème. Les autres points ne seront pas jugés non prioritaires et non indispensables, mais en tout cas, on doit mettre la priorité dessus et tous les effectifs dessus. Et je pense que François sera d'accord avec moi. Si par cas, les policiers, avec cette trajectoire claire de lutter contre ces 3 objectifs et que le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur et tous les autres services de l'État, économiques, affaires étrangères, soutenaient les policiers et la justice dans ce sens-là, je pense qu'on aura des résultats plus rapidement, mais au moins on fixera un cap et auquel on arrivera à avoir des solutions à 5 à 10 ans. Alors on a la pub là, donc on va remercier François. Est-ce qu'il peut juste nous dire oui ou non, est-ce qu'il est d'accord avec William, oui ou non ? Je peux pas vous dire que je suis toujours d'accord avec William T, mais il a parfaitement synthétisé ma pensée. Merci à lui. Parfait, merci à vous François Bersani, porte-parole Unité SGP. Quel lien entre les deux finalement, William T ? C'est parce qu'en fait, la France insoumise, sous couvert d'antisionisme, essaye de devenir le héros de l'islamo-gauchisme pour récupérer les voix des quartiers. Il faut regarder où est-ce que sont élus, notamment les gens comme Éric Caron, etc. Et quand vous regardez où est-ce qu'ils sont élus, vous vous ferez une idée de quel électorat ils visent spécifiquement. Et ils pensent qu'en portant ce type de sujet sur la question palestinienne, ils luttent contre les nouveaux opprimés. C'était un rapport de Terra Nova en 2012, quelle majorité électorale pour la gauche. Et en fait, comme les partis de gauche ont perdu la classe moyenne et la classe ouvrière, ils ont substitué cet électorat populaire parce qu'ils appellent le nouveau prolétariat, qui pour eux, ce seront les minorités, c'est-à-dire les Français d'origine maghrébine, Afrique subsaharienne et notamment arabe, en pensant notamment qu'ils vont interpeller sur cette question-là. De toute façon, ils n'ont pas de réponse à apporter sur les questions économiques, sociales pour relever leur quartier. Ils n'ont pas de réponse à apporter sur comment on fait pour reprendre le contrôle des territoires perdus de la République. Donc qu'est-ce qui leur reste comme sujet ? C'est la question de l'antisionisme qui est encore plus cristallisante. Et comme c'est un électorat qui ne suit pas la politique, qui est dépolitisé, ils sont obligés d'aller encore plus loin à chaque reprise. Et du coup, ils vont encore plus loin dans la radicalité et un antisionisme qui est déjà condamnable se transforme petit à petit en dérive et en antisémitisme. Ces nombreuses sorties des députés de la France insoumise ne sont-elles pas un caillou dans la chaussure de la NUPES Mais moi, je pense qu'à la fois Jean-Luc Mélenchon leur a permis en fait d'être élus, mais en même temps Jean-Luc Mélenchon est le principal problème qui les empêche en fait d'accéder au second tour et de gagner une éventuelle élection présidentielle. Je pense que petit à petit on est en train d'inverser ce qui s'est passé dans les années 80, les années 70 avec l'apparition du Front National dans l'échiquier politique. Petit à petit, Jean-Luc Mélenchon remplace en termes d'infréquentabilité ce qui était Jean-Marie Le Pen dans la scène politique française, dans la mesure où il tient des positions de plus en plus radicales et de plus en plus infréquentables. Il n'y a pas que c'est une étude qui le montre, notamment quand vous regardez les seconds tours des élections législatives, les Français ont fait davantage barrage à la NUPES qu'au Rassemblement national, ce qui n'était pas le cas dans les 40 dernières années. Et comme l'a rappelé Jonathan